Toujours plus loin, à l'intérieur des terres, dans un cirque de 12 collines, Tiradentes est une charmante petite ville coloniale encore mal connue du Minas Gerais. Fondée en 1702, Tiradentes devient une base et une étape importante sur le Camino Real, le chemin royal par lequel transitaient les convois d'or et de pierres précieuses à destination du Portugal. Après des années d'oubli, c'est à présent une petite cité de caractère considérée comme un des trésors du patrimoine du Minas Gerais. Et pour apprécier le village, rien de tel que la promenade en charrette. Tiradentes est bien sûr touristique, mais encore authentique avec ses rues pavées et dallées, ses églises et chapelles baroques, ses ribambelles de maisons blanches et colorées, étincelantes de lumière avec leurs fenêtres à petits carreaux, ses magasins d'artisanat et d'antiquités et ses nombreuses galeries d'art. Tiradentes porte le nom du père de l'indépendance du Brésil, condamné et exécuté en 1792 après un mouvement de rébellion, l'Inconfidência Mineira, qui voulait fonder une république. Il sera le seul membre du gouvernement à être exécuté. Pendu puis écartelé, sa tête fut exposée sur la place centrale de Ouro Preto. Sa mémoire est ici vénérée avec une statue à son effigie. Au détour d'une ruelle, l'église Saint-Antoine a su conserver son charme d'antan, lorsque la ville profitait de l'exploitation des mines du Minas Gerais. Chef-d'œuvre de l'art baroque brésilien, sa façade fut un des derniers projets d'Alejandro en 1810. Entourée de montagnes et de végétation tropicale, cette ville conserve un charme très spécial, nettement à l'écart des chemins balisés. Plus au sud, Paraty a été fondée en 1667 à la suite de la découverte d'or dans les montagnes du Minas Gerais. La ville s'enrichit alors rapidement en devenant le port duquel partaient les navires qui transportaient l'or vers le Portugal. Pendant 2 siècles, ce petit port de pêche dissimulé au fond de sa baie fut le point d'embarquement des armadas de galions chargés de convoyer les richesses du Brésil vers Lisbonne. Paraty constitue aujourd'hui un témoignage de l'architecture coloniale brésilienne ainsi qu'une étape touristique appréciée à 3 heures de route de Rio de Janeiro. C'est une belle ville construite dans le plus pur style colonial avec ses maisons aux façades blanches, aux portes et fenêtres peintes avec des couleurs vives et aux balcons en ferronnerie ouvragée. Les rues pavées sont nettoyées par la mer lors des marées et l'on y circule à pied. Paraty était une ville secrète où vivaient des soldats, des flibustiers et des esclaves, aujourd'hui remplacés par des vendeurs d'artisanat et de cachaça. Plusieurs églises à l'architecture baroque ou néoclassique sont dispersées dans la ville. Lorsqu'au XIXe siècle, il fut décidé que la route de l'or ne passerait plus ici mais par Rio de Janeiro, la ville fut alors quasiment abandonnée par sa population et jusque dans les années 1950, il n'y avait même plus de route pour y accéder. Pour cette raison, l'architecture n'a presque pas changé depuis cette époque, ce qui lui confère un intérêt culturel et touristique majeur, d'autant que sa restauration a été très intelligemment menée. Durant la saison, nombre de festivals se déroulent dans la ville et des dizaines de milliers de touristes prennent alors d'assaut les boutiques de souvenirs et autres pousadas, les auberges de jeunesse brésiliennes. Sur le plan touristique, Paraty bénéficie d'un autre atout majeur, la beauté de la nature qui l'entoure.
Barachi est en effet logé dans un paysage de collines verdoyantes qui plongent dans la mer pour rejaillir sous forme d'un grand nombre de petites îles et de plages qui en font un petit coin de paradis. Au programme de Trindade, situé à 25 km, plage de sable blanc, gros rochers et piscines naturelles à l'ombre des cocotiers. La Costa Verde, ou Côte Verte, est le nom donné à cet environnement digne d'un véritable film d'aventure. Dans le premier arrondissement, la cathédrale Saint-Étienne, le symbole de Vienne, est le plus grand bâtiment gothique d'Autriche. Consacrée en 1147, en présence de nobles allemands prêts à partir pour la deuxième croisade, elle fut rapidement détruite par un incendie, puis reconstruite. Certaines parties romanes de l'ancien bâtiment ont été reprises dans la façade ouest, flanquée de 2 tours qui pointent à environ 65 mètres de hauteur. Comprenant 4 tours, la plus haute culmine à 136 mètres et son bourdon pèse 20 tonnes. Sa toiture est composée de tuiles vernissées qui, sur la partie est, représentent l'emblème de l'Empire d'Autriche-Hongrie. La cathédrale gothique a été bombardée une première fois en 1575 par les Ottomans, puis par Napoléon, ainsi que lors de la Seconde Guerre mondiale où elle fut sévèrement endommagée. Restaurée depuis, elle a été visitée par le pape Benoît XVI en 2007. À l'intérieur, l'immense nef, agrandie en style gothique sous les Habsbourg au XIVe siècle, nous emmène jusqu'au chœur. C'est ici que le compositeur Mozart s'est marié avec Constance Weber en 1782. La cathédrale Saint-Étienne recèle de nombreux trésors artistiques qui ornent les nombreux autels et les chapelles latérales. Parmi les personnalités enterrées ici, l'empereur Frédéric III, ainsi que les vicaires des Habsbourg. Certainement le monument touristique le plus visité de Vienne, la cathédrale attire toujours de nombreux croyants. La chaire est un véritable chef-d'œuvre du gothique tardif. Au-dessus de la rampe peuplée de grenouilles, son panier s'élève comme une fleur stylisée ornée des portraits des 4 pères de l'Église. Parmi les nombreuses chapelles autour de la nef, le chœur des femmes abrite un très beau retable gothique du XVe siècle représentant des scènes de la vie de la Vierge Marie. Certainement le monument touristique le plus visité de Vienne, la cathédrale Saint-Étienne attire toujours de nombreux croyants. Sur la place, face à la cathédrale, le bâtiment Haas Haus a été construit dans les années 1990. Certains ont dit que son style très moderne cassait la beauté de la cathédrale gothique, dont la flèche se reflète dans les vitres du bâtiment. En tout cas, le mariage de l'ancien et du moderne ne laisse pas indifférent. Dans le quartier des Bouchers, l'église orthodoxe de la Sainte Trinité affiche fièrement son style néo-byzantin et ses dorures. Vers la fin du XVIIe siècle, ce quartier était fréquenté par des marchands grecs, turcs et syriens. Tous étaient chrétiens et l'église, financée par un banquier d'origine grecque, leur fut construite vers 1860.
L'intérieur a un cœur rectangulaire et montre des allusions à l'architecture baroque. C'est en effet un architecte autrichien qui a réalisé cette adaptation baroque à la mode néoclassique de l'époque. Quant à l'imagerie, ce sont Karl Rahl et Ludwig Thiersch qui ont réalisé les icônes et les fresques qui recouvrent les murs. L'église des Grecs est aujourd'hui le point de ralliement de toute la communauté orthodoxe de la capitale autrichienne. La ruelle de la Belle Lanterne serpente dans le quartier central de Vienne. Les maisons médiévales ont bien sûr disparu. Mais la reconstruction de l'époque baroque a très bien été réhabilitée. La rue se termine par une petite place où se trouve l'église des Jésuites, de style baroque précoce à 2 tours. L'église a été construite en 1703 à l'emplacement d'une ancienne chapelle, à une époque où l'enseignement privé des jésuites en philosophie et en théologie se répand dans les sphères intellectuelles autrichiennes. L'église est d'abord dédiée au fondateur de la compagnie, saint Ignace de Loyola. À l'heure où les protestants prennent du pouvoir en Europe, les jésuites et la contre-réforme vont peser de tout leur poids afin que l'Église catholique et traditionnelle puisse résister à cette révolution mystique protestante. L'intérieur est richement orné. Faux marbre en trompe-l'œil, angelots dorés, fresques exubérantes, volutes et coupoles s'exposent à la gloire du catholicisme triomphant de la contre-réforme. Toujours dans le premier arrondissement de la ville, la place des Franciscains est, elle, ornée de la statue de Moïse, qui tient dans la main un bâton avec lequel il aurait fait jaillir l'eau de la roche. La place est un endroit fréquenté par les artistes, et il y a ici plusieurs petits bars et restaurants où il fait bon prendre un verre. Tout un côté de cette petite place est occupé par l'église des Franciscains, achevée en 1607. C'est le seul édifice religieux dans le style Renaissance de Vienne, encore orné d'éléments gothiques. L'église, qui appartient à l'ordre des franciscains, est abondamment décorée dans le style baroque. Le maître-autel a été créé en 1707 par Andrea Pozzo. Sa partie avant montre toute une architecture complexe, avec des sculptures et des colonnes. Les chapelles latérales, elles, rivalisent de lumière au travers d'œuvres empreintes de mysticisme. Située sur la mer d'Arabie, l'ancienne colonie portugaise possède 101 km de magnifiques côtes de sable fin. Ici, la pêche fait vivre plus de 40 000 personnes sur les bateaux et dans les conserveries. À Goa, le climat est tropical. Il fait chaud toute l'année. Les mois les plus agréables sont décembre et janvier, avec des températures comprises entre 20 et 30 degrés Celsius sur la côte. Le tourisme est la principale source de revenus du petit État. Des voyageurs du monde entier viennent se prélasser sur ces plages ensoleillées ou faire la fête les nuits de pleine lune. Les Indiens eux-mêmes y séjournent pour échapper aux chaleurs de l'été dans les villes.
L'ancienne capitale, Old Goa, est aujourd'hui une ville fantôme car la ville a été abandonnée au XVIIIe siècle pour cause d'insalubrité due à la malaria. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune maison, seul le sacré demeure, et les quelques églises, encore debout, frappent par leur gigantisme. La basilique du Bon Jésus est une église baroque construite en 1605. Elle a pour modèle l'église du Gesù à Rome, édifiée, elle, 10 ans plus tôt, par les Jésuites. L'édifice voue un culte à l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus, saint François Xavier, lequel avait fait vœu de chasteté et de pauvreté, ce qui n'était pas courant à l'époque. Contrairement à une opinion répandue, l'église ne fut pas construite originellement pour recevoir le corps du religieux. Son sarcophage ne fut transféré ici qu'en 1624, une fois le saint canonisé. L'église est alors devenue rapidement un centre de pèlerinage abritant le monument surmonté de la châsse contenant le corps du saint. Le cloître est très bien conservé. Ici, en méditation, les religieux se promenaient autour du petit jardin. L'église de Saint-François d'Assise, construite elle en 1521, est de style toscan à l'extérieur. Elle a été fondée par 8 franciscains qui débarquèrent à Goa en 1517, 7 ans après le début de l'occupation coloniale de Goa par les Portugais. Ils ont construit leur église sur les ruines d'une mosquée détruite. L'intérieur de l'église comprend une grande nef centrale dépourvue de bas-côtés. La chaire est richement sculptée de motifs floraux. L'autel principal, lui, est de style baroque, avec des éléments de style corinthien, et les murs et le plafond sont recouverts de fresques. L'église n'est aujourd'hui plus en activité et elle a été transformée en musée. Pour évangéliser, les différents ordres religieux avaient construit beaucoup et d'une manière monumentale, ce qui avait valu à l'ancienne Goa d'être appelée la Rome ou la Lisbonne de l'Orient au XVIe siècle. La cathédrale Sainte-Catherine est dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie. Construite en 1534, elle est l'une des plus grandes églises d'Asie. Celui de ses clochers restants renferme la cloche de l'Inquisition, car elle sonnait pour donner le coup d'envoi des autodafés, cérémonies au cours desquelles les victimes de l'Inquisition étaient promenées en cortège dans la ville et, pour certaines d'entre elles, brûlées vives sur le bûcher. Cette vaste église, de style baroque portugais, mesure 76 mètres de long et 55 mètres de large. Le maître-autel est surmonté d'un large retable doré occupant tout le mur du fond. Les fonds baptismaux sont très anciens. Et l'une des 6 chapelles des transepts est dédiée à Jésus. L'église de Saint-Cajetan, elle, a un environnement séduisant. Les caroubiers géants marquent l'entrée du parvis. Construite au XVIIe siècle par des moines italiens sur le modèle de Saint-Pierre de Rome, elle est surmontée par un dôme circulaire couronné par une lanterne. L'église a été dédiée à Saint Gaëtan, un prêtre italien dont les préceptes sont enseigner, prendre soin des malades et encourager la confession. Recouverte de chaux, sa façade lumineuse est de style corinthien avec une tour de chaque côté. L'intérieur baroque présente un beau retable en bois consacré à Notre-Dame de la Divine Providence. Il est encadré par 6 autels très sculptés et dorés soutenus par des piliers torsadés. Les peintures qui les ornent sont de style italien. La chaire de style rococo est l'un des fleurons du savoir-faire goanais. C'est le vice-roi Francisco da Gama qui ordonna la construction
en 1597, de cette ancienne porte de Old Goa qui donne directement sur le fleuve Mandovi. C'est là que passaient les vice-rois qui arrivaient par bateau depuis le lointain Portugal. Et ils recevaient ici les clés de la ville pour venir prendre leurs fonctions, d'une durée en général de 5 ans. À la croisée de 2 fleuves, le Mandovi au nord et le Zuari au sud, cet estuaire est peuplé d'îles dont la plus importante est celle de la première Goa portugaise. Aujourd'hui, on y circule en ferry. La richesse du patrimoine historique, humain et mystique est une véritable révélation. Avec sa capacité à susciter exaltation ou frisson de joie, cette région du monde s'avère exceptionnellement riche en expériences pour les visiteurs. Dans l'arrière-pays se trouve Ouro Preto. Cette ville a été fondée en 1711 à la suite de la découverte d'or dans les rivières de l'État du Minas Gerais. Une foule de chercheurs d'or, bientôt rejoints par des commerçants, vient alors s'y installer pour y faire fortune. Ouro Preto devint rapidement une ville non seulement prospère, mais aussi très importante. Vers 1750, elle comptait plus d'habitants que Rio de Janeiro ou New York. La place Tiradentes est le point central à partir duquel toutes les rues divergent. Elle est entourée d'imposants monuments publics et privés dans le plus pur style colonial brésilien. Au fond de la place, l'ancien parlement régional date de 1784. Il reflète parfaitement la puissance économique de la cité au XVIIIe siècle. À l'opposé de la place, le palais du gouverneur. Il abrite aujourd'hui l'école des mines et un musée sur le même thème. En ville, une multitude d'églises baroques subsistent et témoignent de son ancienne prospérité. Parmi elles, Notre-Dame du Carmel a été édifiée entre 1766 et 1772, suivant un projet de Manuel Francisco Lisboa. Elle est d'une forme artistique considérée comme véritablement nationale. Son fils Antonio Francisco Lisboa construisit l'église Saint-François d'Assise, la plus célèbre de la ville d'Ouro Preto et l'un des plus beaux exemples du baroque minier. Surnommé Aleradinho, le petit estropié, car atteint de la lèpre, il a été le plus grand artiste et sculpteur du Brésil colonial. Bien que l'architecture et les sculptures soient inspirées de modèles introduits par les immigrés portugais, les œuvres s'en différencient considérablement par leur traitement décoratif, en particulier les sculptures de pierre taillées sur les façades. Cette culture de la pierre taillée a été conservée dans la ville et le marché local propose aux visiteurs de multiples objets de pierre sculptée de plus ou moins bon goût. Tous les bâtiments de la ville sont dans un bon état de conservation, mais certaines maisons et églises souffrent d'une certaine négligence, comme cette église construite, elle aussi au début du XVIIIe siècle, par le père d'Aleradinho. Il est d'ailleurs enterré ici, avec son fils. La ville historique d'Ouro Preto conserve son noyau urbain construit pendant la période coloniale, y compris la diversité des bâtiments civils marqués par l'élégance de leur qualité esthétique et architecturale, qui constitue une valeur universelle exceptionnelle.
La Casa dos Cantos, qui a été construite en 1745 par Juan Dominguez da Vega, est la plus connue et certainement l'une des demeures les plus raffinées en ville. On y pesait et fondait les métaux qui étaient extraits des mines environnantes. Le long de la rue principale sinueuse originelle et avec un agencement irrégulier qui épouse les contours du paysage, se trouvent des places, des bâtiments publics, des résidences, des fontaines, des ponts et des églises qui, ensemble, forment un groupe homogène exceptionnel présentant l'architecture baroque. Assurément, la plus ancienne église d'Ouro Preto, l'église Notre-Dame du Pilier, fait partie des édifices religieux empreints de la griffe d'Aleradinho. Achevée en 1731 sur les vestiges de l'église originelle, Notre-Dame du Pilier surprend par sa façade à l'apparence quelque peu austère. Non loin, une maison qui était habitée par les prêtres de Notre-Dame du Pilier. Elle a aujourd'hui été transformée en centre autogéré par des étudiants en génie civil de l'école des mines. Avec la fin de l'exploitation de l'or dans l'état du Minas Gerais, la ville est peu à peu abandonnée et a très peu changé depuis cette époque. La ville reste donc une cité coloniale pavée, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Elle est de plus construite sur plusieurs collines aux pentes relativement raides, d'où l'on peut profiter de nombreux points de vue, ce qui lui donne un cachet tout particulier. Située à seulement 14 km d'Ouro Preto, Mariana est la plus vieille ville de l'État dont elle fut la capitale. Elle a été créée le 16 juillet 1696 et est aujourd'hui une ville touristique possédant de nombreux bâtiments baroques. La place de la petite ville est magnifiquement ombragée et possède certainement la plus belle fontaine de la région. Faire une promenade à travers ces ruelles pittoresques permet d'admirer ces maisons en bois ou en pierre à savon sculptée, avec ici aussi de très jolis balcons en fer forgé. La cathédrale d'Acé, ou Notre-Dame de l'Assomption, est la plus ancienne église de la ville, construite en 1711. Sa sobre façade symétrique rappelle les premiers temps austères de la conquête et donne sur une place où règne l'implacable soleil. Située sur la rivière Moskova, Moscou est la capitale de la Fédération de Russie. Cette ville d'histoire allie l'ancien et le moderne. La place Rouge, le Kremlin, les dômes de la cathédrale Saint-Basile, le mausolée de Lénine, le Bolchoï, le musée du KGB et bien d'autres symboles d'un passé passionnant et tumultueux regorgent dans tous les quartiers de la ville. À Moscou, la perle architecturale a toujours été et reste de nos jours le Kremlin. C'est un ensemble fortifié créé à la fin du XVe siècle par le génie des architectes italiens et russes. Il est entouré d'une grande muraille qui protège des cathédrales et des palais. Le Grand Palais, lui, fut construit entre 1837 et 1851. Après avoir été la résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'URSS, il est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président de la Fédération de Russie. La muraille est percée par de puissantes tours d'entrée, comme ici la tour Trotskaya, autrefois pourvue d'une horloge. Comme toute forteresse, le Kremlin possédait une armurerie, l'arsenal, qui abrite encore aujourd'hui le régiment chargé de la sécurité du président russe.
Des vestiges y sont exposés, comme ces canons russes montés sur chariots des XVIe et XVIIe siècles, ou les 875 canons pris à l'ennemi durant la retraite de la grande armée napoléonienne en 1812. On y trouve également le tsar Pouchka, littéralement le roi des canons. C'est un canon gigantesque, fondu en 1586 à la demande du tsar Fédor Ier, fils d'Ivan le Terrible. Il pèse 39 tonnes et a un calibre de 890 mm. Toujours dans la monumentalité, le tsar Kolokol, lui, est un maître bourdon en bronze qui pèse 202 tonnes. L'éclat qui s'est détaché lors de sa chute fait plus de 11 tonnes. Il avait été fondu en 1735 par une équipe de 200 hommes à la demande de la tsarine Anna Ier pour réaliser le rêve de son grand-père Alexis Ier. Parmi les cathédrales du Kremlin, l'ensemble du clocher d'Ivan III, dit le Grand, comprend une tour-clocher, l'église-clocher de la Nativité et la tour-clocher de Philaréthée. L'ensemble a été construit durant les XVIe et XVIIe siècles et il est situé à l'entrée de la place des cathédrales, où se trouve celle de la Dormition. C'est la première église en pierre de Moscou et la plus ancienne, la plus grande et la plus importante du Kremlin. C'est sur ces marches que Ivan III le Grand déchira le traité qui soumettait Moscou au pouvoir mongol et déclara ainsi l'indépendance de la Russie au début du XVIe siècle. Cette église marque également l'accession de Moscou au statut de siège de l'Église orthodoxe russe. À l'intérieur, l'iconostase et les peintures qui ornent ces murs, essentiellement du XVIIe siècle, sont particulièrement remarquables. L'aspect Renaissance vénitienne marque beaucoup l'extérieur de la cathédrale de l'Archange Saint-Michel, même si les bulbes dorés viennent nous rappeler que l'on est en Russie. Édifié au début du XVIe siècle, son portail central est surmonté par un fronton circulaire entièrement recouvert de peinture. Les victoires de l'armée russe étaient célébrées dans son enceinte où se trouve une iconostase en bois de 13 mètres de haut. Il ne reste que quelques fragments des peintures originales remontant à l'époque de Ivan le Terrible. En effet, elle fut repeinte au milieu du XVIIe par 92 grands maîtres russes dans le style des murs en pierre de la Renaissance. L'église sert aussi de nécropole des grands princes de Moscou et des premiers tsars, qui reposent ainsi sous la protection de Saint-Michel. Pour se rendre maintenant sur la place Rouge, il faut passer par les portes de la Résurrection. La première porte fut construite en 1535, mais démolie sous Staline pour faciliter l'accès à la place pour les véhicules militaires lors des parades. Le premier bâtiment qui saute aux yeux au fond de la place est la cathédrale Basile le Bienheureux. La cathédrale, construite en 1555, est aujourd'hui le symbole de l'architecture traditionnelle russe. C'est pour célébrer l'annexion de la Tatarie par les troupes russes que le tsar Ivan IV, dit le Terrible, ordonna sa construction. Les travaux ont duré 125 ans et l'édifice a connu de nombreux remaniements. Les escaliers furent couverts, les paliers surmontés de toits pointus et les bulbes ornés de motifs saillants. L'édifice est orné de 9 coupoles principales, chacune se distinguant des autres par sa forme, ses ornements et ses couleurs propres. La cathédrale est en fait composée de 9 églises séparées, chacune ornée d'une tour. Le nom Basile le Bienheureux vient d'un personnage qui pratiquait une forme de spiritualité très provocatrice. Toute sa vie, il vécut nu et d'aumône. Après sa mort, il fut inhumé à côté de l'église et on édifia en 1588 sur sa tombe une chapelle où venaient prier tous ceux qui sollicitaient la protection du défunt. Avec le temps, sa gloire et sa sainteté éclipsèrent le souvenir de l'annexion de la Tatarie et l'église fut dès lors de plus en plus souvent désignée sous le nom de Basile le Bienheureux.
Plus tard, le tsar Fédor Ier plaça au-dessus des reliques du corps du saint une châsse d'argent pur couverte de dorures et de soieries qui fut pillée par les Polonais. Les restaurations effectuées sont très réussies. Retour sur la place Rouge. Le long de la muraille, la tour Spasskaya était autrefois l'entrée d'apparat du Kremlin. À sa droite se trouve le mausolée de Lénine en granit rouge. Il a été achevé en 1930 et en son sein repose Vladimir Ilitch Lénine, le célèbre révolutionnaire et homme politique soviétique, mort en 1924. À côté, un petit cimetière est réservé aux autres dirigeants communistes. Depuis 1961, le corps de Joseph Staline, le célèbre dictateur, y est enterré à l'ombre de la muraille. On le voit, Moscou est certainement une ville empreinte et pétrie d'art. Peinture, architecture et histoire mouvementée se mêlent afin d'offrir aux visiteurs de grandes bouffées d'émotions. Suzhou est l'une des plus anciennes villes de Chine qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Dès le XIIIe siècle, Suzhou était connue pour être la capitale de la soie, dont elle était le centre industriel avec sa célèbre école de broderie. Si la ville s'est modernisée, elle n'en a pas moins gardé un cachet authentique dans son quartier historique, avec ses ruelles bordées de maisons à l'architecture traditionnelle, ses petites échoppes et ses boutiques en tout genre. Construite au bord d'un lac et à l'embouchure d'un fleuve, la ville possède de nombreux canaux qui l'ont fait baptiser la Venise de l'Est. Les deux villes sont d'ailleurs jumelées. Marco Polo aurait d'ailleurs dit que Suzhou possédait plus de 6000 ponts pour les enjamber. C'était certainement exagéré. De nos jours, la ville en possède environ 160 et autant en périphérie. Leur visite est un régal car ici, pas une voiture, pas une boutique, juste des petits bateaux qui servent au déplacement ou aux promenades romantiques. Il y a 2500 ans, des douves encerclaient la ville et il y avait même, comme ici, des portes pour les bateaux qui étaient surmontées par une pagode défensive, aujourd'hui démilitarisée. La porte fait aujourd'hui partie du parc de Panmen, dans lequel se situe également la pagode Ruiguang, littéralement la pagode de la lumière favorable. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, la pagode daterait de l'an 1125 et en remplacerait une autre datant du IIIe siècle. C'est un bâtiment octogonal de 43 mètres de haut, construit à la fois de briques et de bois. Récemment, des statues, des livres anciens et des bijoux d'une très grande valeur furent trouvés dans une cachette au 3e étage de l'édifice. La ville de Suzhou possède de nombreux jardins renommés, dont 9 font partie de la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, car ils sont particulièrement représentatifs du paysagisme classique chinois. Ils ont des noms très imagés, comme celui de la politique des simples, de la retraite du couple, de la retraite et de la réflexion, de l'harmonie, du maître des filets. Ou, comme ici, celui de l'humble administrateur. Ce jardin a été créé en 1509 pendant la dynastie Ming.
C'était initialement le jardin privé d'un fonctionnaire à la retraite du gouvernement chinois. Lorsque l'on se promène dans le jardin, les senteurs qui dominent sont le lotus et le pin, et l'on peut y voir de magnifiques rhododendrons et des parterres de cyclamènes. L'eau occupe les 2/3 de la surface de ce très beau jardin parsemé de jolis pavillons. La partie ouest est très prisée du public car elle abrite une galerie couverte qui représente un dragon et les tuiles, ses écailles. Chaque plan d'eau de couleur verte, car lié au jade, possède sa propre ambiance, sa propre flore et sa propre faune. Le jardin de la forêt du Lion, lui, couvre une superficie d'1 hectare et il est réputé pour ses rocailles artificielles. Il est considéré comme le plus amusant des 9 jardins classiques de Suzhou, car il abrite en son centre un petit étang traversé par un pont en zigzag. Ce jardin est un labyrinthe complexe où les visiteurs aiment venir se perdre. Plusieurs édifices à l'architecture traditionnelle sont dispersés et valent le coup d'œil, notamment le pavillon laissé par l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing, où peintres et poètes venaient autrefois chercher l'inspiration. L'empereur Qianlong est considéré en Chine comme ayant été l'un des plus grands empereurs de ces 5 derniers siècles. On dit qu'il se rendait dans ce jardin pour se ressourcer et se mettre à l'abri des tumultes de la cour impériale. C'est d'ailleurs lui qui aurait calligraphié l'inscription figurant dans ce pavillon qu'il aimait le plus. Les pavillons du parc portent ici aussi des noms très poétiques, comme la salle où l'on se tient debout dans la neige, le pavillon des salutations ou celui des pruniers en fleurs. Leur mobilier est caractéristique de la richesse de la dynastie Qing au XVIIIe siècle. Mais le labyrinthe reste le véritable atout des lieux. Il compte plusieurs niveaux et possède de nombreux rochers aux formes de lions, prompts à exciter l'imagination. Les jardins chinois sont tout à la fois lieu de vie et de divertissement dans lequel on se plaît à flâner, et un lieu magique, un cosmos miniature dans lequel on cherche à recréer l'image d'une nature idéale. Il se présente donc comme un compromis constant entre les dimensions esthétiques et symboliques. Florence est l'une des plus belles villes d'Italie et la capitale de la Toscane, l'une des plus belles régions de ce pays. Son nom est intimement lié à celui des Médicis. L'omniprésence de la riche famille toscane qui a régné en maître pendant toute la Renaissance a permis une nette évolution de la ville sur le plan économique, politique et bien sûr culturel. À cet égard, la ville n'a jamais manqué de personnalité à cette période clé de l'histoire de l'art. La Piazza della Signoria, ou place de la Seigneurie, est avec la place du Duomo la plus importante place touristique de la cité. De style Renaissance, elle s'est étendue entre le XIIe et le XIVe siècle dans sa forme actuelle en L. La place représente le cœur politique historique de Florence, avec le Palazzo Vecchio, devant lequel trône la statue équestre de Côme Ier de Toscane.
Né le 12 juin 1519 à Florence, il fut duc de Florence et ensuite le premier grand-duc de Toscane. Il transforma le pouvoir financier de la famille Médicis en pouvoir politique et fut également le grand argentier de la transformation artistique de Florence. Sa grande statue équestre en bronze, commandée par son fils, fut exécutée par le sculpteur Giambologna en 1598. À l'image de Florence, la place de la Seigneurie expose ses richesses avec quelques belles statues qui donnent un aperçu de ces trésors de la Renaissance, tel le David, réalisé par Michel-Ange entre 1501 et 1504. Il mesure 4,34 m de hauteur et il est tiré d'un seul bloc de marbre blanc. Une autre statue montre Hercule tuant le monstre Cacus. Le sculpteur Bandinelli chercha à rivaliser avec l'art de Michel-Ange, mais sans montrer le même génie dans l'art du mouvement. Autre grand maître, Donatello a réalisé sa sculpture en bronze vers 1460. Dans une scène de l'Ancien Testament, on y voit Judith tuant Holoferne après l'avoir séduit. Le Marzocco est le symbole du pouvoir des Florentins et aussi celui des Médicis. Il a également été réalisé par Donatello en 1420. Le lys rouge est l'emblème de la ville. Sur la place se trouve bien sûr une fontaine. C'est celle de Neptune sous les traits de Côme Ier, et elle fait référence à la puissance maritime de Florence. Elle a été construite par Bartolomeo Amannati pour le mariage de François Ier de Médicis, le fils de Côme Ier, en 1565. On y perçoit nettement l'influence du maniérisme de la Renaissance tardive, avec des divinités fluviales, des satyres en train de danser. L'ensemble est harmonieux et constitue un exemple pour les œuvres décoratives ultérieures. L'une des particularités de la place est la Loggia dei Lanzi. Construite à la fin du XIVe siècle, elle était destinée aux cérémonies et réceptions de la République de Florence. Aujourd'hui, des œuvres d'art de la Renaissance ou leurs copies y sont exposées. L'enlèvement des Sabines est une sculpture de Giambologna. Sculptée à partir d'un unique bloc de marbre, cette œuvre maniériste fait référence à l'une des Sabines vierges enlevées par les Romains. Persée décapitant la Méduse était une commande de Côme Ier. Le héros persé en effet ne craint aucun adversaire et triomphe de toutes les épreuves. L'Antiquité regorge de symboles qui servent la cause des Médicis, comme ici Hercule terrassant le centaure. Le groupe représentant Ménélas portant le corps de son ami Patrocle, dans l'épisode de la guerre de Troie, est elle-même une statue de l'Antiquité romaine copiée d'après un original grec. À l'opposé, l'enlèvement de Polyxène est une statue moderne datant du XIXe siècle. Polyxène, à l'origine de la mort d'Achille, aurait été sacrifié sur sa tombe. Construit en 1255, le palais du Bargello fut au Moyen-Âge et à la Renaissance le siège de la police de la ville et une prison avant d'être transformé en musée au XIXe siècle. La cour intérieure possède de belles arcades et un escalier monumental menant à la Loggia Verone. Parmi les statues exposées à l'extérieur se trouve le canon de Saint-Paul qui fut fondu en 1625 par Cosimo Ceni pour Ferdinand II de Toscane. Il porte le nom de Saint-Paul
car le nom évoque la voix tonnante de l'apôtre, dont la tête est représentée en ronde bosse sur la culasse. Une très belle fontaine maniériste ouvre la voie des trésors exposés ici. L'intérêt est donc dans ces différentes pièces qui présentent des œuvres toscanes du XVIe siècle, en se concentrant en particulier sur Michel-Ange et Donatello. Son David est une sculpture en bronze réalisée entre 1430 et 1432 et il est considéré comme le premier grand bronze fondu depuis l'Antiquité. Il a été financé par Côme Ier pour son palais. Parmi les chefs-d'œuvre présentés, il y a ceux du céramiste Andrea della Robbia, bien reconnaissables, avec leur ton bleu et blanc d'une rare élégance. Plusieurs œuvres de Michel-Ange sont exposées, dont le célèbre relief représentant une Vierge à l'enfant. Pour les amateurs de sculpture, le musée du Bargello est vraiment incontournable à Florence. Un très beau musée à ne pas rater. On le voit, au XVe siècle, Florence a su sortir artistiquement du style gothique et s'inscrire dans ce mouvement de liberté appelé la Renaissance.